Voilà, je vous présente votre... vous êtes déjà présenté, bon bah c'est super, on va changer le champagne, déjà on va déjà faire une bouteille. Alors, bon bah voilà, je voulais vous dire au nom du jury qui est là, mon jury qui est là, vous voyez, donc on voulait vous remettre, comme on a vu qu'on ne pourrait pas vous organiser comme chaque année cette grande soirée avec 500 personnes, cette grande soirée dansante avec Anne Garetta normalement, donc on s'est dit il faut qu'on invente quelque chose comme vous l'avez fait pour le roman, on a dit on va se déplacer et vous apporter le prix, donc on vous le remet, on voulait vous dire, on vous remet ce prix, donc le prix Vepler Fondation de la Poste et la mention spéciale du jury, et on voulait vous dire combien, dans cette sélection qui était importante pour nous, soudain vos deux livres dans le choc, chacun, j'espère vous allez dire un mot avec moi, mais mon jury, dans le choc, comme des silex sur lequel on réfléchit au moment de faire ce geste, qui est de vous donner quand même aussi une aide à l'écriture, et aussi un éclairage sur ce travail pour vos deux livres. On pense, tout le jury a pensé que c'était deux livres importants parce qu'il apportait des possibles du roman, de la littérature aujourd'hui, et surtout vous proposiez des alternatives au roman dans ce qui se publie actuellement. Et vous détachez largement de tout ce qui peut être tenté. Il y a une prise de risque, il y a une réussite, et il y a aussi une poétique. Il y a du détachement, de l'humour, de la culture. Et donc pour nous, ces livres un peu inclassables aussi, c'est ce qui nous plaît le plus. C'est le fait que vous soyez des énigmes. Quand vous arrivez sur les tables de librairie, vous êtes des livres à problème, mais dans le bon sens. Si vous n'êtes pas dans des cases. Donc vous êtes deux fugitifs de la littérature. Et ce prix a été créé pour éclairer et voilà, et mettre en lumière et à la connaissance des lecteurs, sur le chemin des lecteurs, des livres qui sont si enrichissants, si réjouissants pour l'âme, pour notre imaginaire et pour voilà, tout ce que vous disposez qui est vraiment un savoir du roman. Voilà, donc dans des positions différentes et dans des postulats différents, voilà, je trouve que tous les deux, vous êtes les deux grands livres pour moi de cette rentrée 2020. Donc je crois que mon jury peut dire un mot, parce que Guy, qui était un défenseur de ces... Pas seulement, on a tous été défenseurs, enfin moi voilà, ça a été le résultat de nombreux débats, enfin ces livres en particulier, moi je trouve qu'ils ont toute une grande validité, une grande importance, par le fait que la période qu'on vit actuellement, le confinement, il nous ouvre véritablement, nous emmène dans des déambulations qui sont d'une grande richesse, avec des tonalités un peu, peut-être un certain humour, de la phase de la fantaisie au sens le plus fort du terme, et puis quelque chose d'autre qui mêle de l'érudition, de la terre, les mains dans la terre, du voyage, de l'écriture poétique, des lettres, de la correspondance, et puis cette exploration en partie sans doute biographique. Voilà, enfin moi ce sont deux livres qui m'ont enthousiasmé, qui faisaient depuis un certain temps dans l'ensemble du panel partie de mon choix. Dernier, et voilà, je suis très content du résultat. Je pense que ça nous a beaucoup parlé, parce que ça interroge, ça ouvre et ça interroge même la définition même du roman, c'est-à-dire la notion de Mars, la notion de frontières du genre, et ces deux livres, pour cette raison-là, oui, nous ont beaucoup touchés, nous ont époustouflés, c'est le mot, et c'est deux ovnis, je crois, dans la sélection, et c'est pour ça qu'on les a gardés. C'est des livres qui sont détachés d'emblée, dès la première... on en a évidemment beaucoup discuté, on a beaucoup débattu, mais dès le départ, c'était vraiment deux choses, de romans très lumineux, qui nous ont tout de suite attirés, en fait. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très sensible, de très... On se disait, est-ce qu'on franchit cette ligne ou pas, ou est-ce que, voilà, voilà, faut lire encore beaucoup pour voir vraiment si ce qu'on a ressenti en les découvrant, dans tout ce qu'on va lire, s'ils tiennent, quoi. Et ils tenaient, et même ils s'imposaient. Je crois que c'est la bosse de l'oncle que nous a dit, là, il faut la fortune pour ces livres. Prune aussi. Oui, je crois qu'on avait tous besoin de beaucoup de fraîcheur, en fait, dans nos lectures ces derniers moments, et c'est ce que vraiment nous ont apporté ces livres qui ressemblent pas à grand chose de ce que j'ai pu lire en fait dans ma vie, et c'est pour cette raison qui nous ont vraiment enthousiasmés, je crois, et qu'on tenait à les féliciter et à les lancer en avant. Voilà.
Donc féliciter et soutenir, ça veut Ouais. dire vraiment, vous, et j'espère, normalement, comme c'est un prix qui provient aussi de la librairie, c'est un prix où il y a beaucoup d'attention de la part de la presse, il y a un regard, et ils savent que ce choix qui a été fait, il a été fait par... la littérature a été au centre, il n'a pas été fait avec des influences ou des préoccupations qui sont autres que le texte, la littérature, le verbe et vos tentatives. Et c'est un prix qui veut aussi soutenir voilà, les prises de risques, les formes nouvelles qui se mettent au point. Et vous particulièrement, parce que parfois on a primé des livres qui tentaient des choses et c'était pas parfait. Mais vous, en plus, ils sont très aboutis, quoi. C'est très mûr, c'est très en place. Donc ça, c'est réjouissant. Ce sont quasiment les 2 premiers livres que j'ai lus parce qu'ils m'ont immédiatement intriguée. Donc effectivement, pour éveiller comme ça, sans lecture même déjà la curiosité, c'était leur titre, de quoi ils parlent. Et j'ai trouvé tous les 2, ils ont en commun une originalité, même si j'aime pas trop ce terme. Mais en fait, là, c'est vraiment justifié. Je trouve que ce sont 2 livres extrêmement originaux et dont le moteur tient à la littérature, dans le cas des 2 livres. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, Muriel, c'est le fait d'être à la fois de mêler ce matériau, en fait d'être dans l'idée de la transmission, bien évidemment, de mêler le matériau des archives et des matériaux personnels, et de la fantaisie, et des références littéraires aussi beaucoup, très nombreuses, qui m'ont plu, mais de façon très personnelle, justement. On n'a pas du tout l'impression de quelque chose de fabriqué, ni quoi que ce soit, quelque chose d'incroyablement investi, je trouve, et surtout très très généreux. C'est-à-dire que vous invitez le lecteur à la réflexion à chaque page, je trouve. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, donc j'étais très contente de vous tenir compagnie pendant toutes ces pages lues dans les affranchissements. Et le vôtre m'a énormément plu aussi, parce que je trouve, alors c'est une formule, mais ça veut dire quelque chose quand même, je trouve que vous arrivez à un livre absolument extraordinaire avec rien. Franchement, bravo. C'est absolument inouï. Ça m'a bluffé, mais vraiment beaucoup bluffé. Et c'est vraiment loin d'être rien en plus. Parce que je trouve qu'il y a une réflexion qui est souterraine, qui est sans cesse, qui est même existentielle pour moi. C'est vraiment une espèce de quête avortée. Est-ce qu'on peut croire en futur? Est-ce qu'on peut croire en ce qu'on trouve? Est-ce que la valise, ça représente le voyage, le changement de vie? Il y a plein de symboles partout, plein de références aussi. Donc je vous remercie de m'avoir remis sur la voie de ces 2 auteurs que j'avais toujours gardés dans un coin de ma tête, mais que je n'avais jamais lus. Donc je m'en suis procuré chacun un exemplaire des 2. J'avais déjà lu pas mal de Vébal, donc je ne suis pas allée le rechercher, mais je suis allée me rechercher ces 2 livres. Donc là aussi, c'est un livre ouvert et qui ouvre d'autres pistes. Et je trouve que voilà, ce sont 2 très très beaux livres de la rentrée pour moi. 2000. En ouvrant Spring and All de William Carlos Williams, j'ai tout de suite aimé son désordre, sa manière inhabituelle de mettre les choses ensemble. Il me suffit de parcourir une strophe, quelques phrases, la table des matières, pour me sentir profondément lié à ce livre datant pourtant de 1923. Sous mes doigts, le toucher de la couverture bleu ciel légèrement plastifiée, qui ne semble craindre ni le soleil ni les intempéries. Il n'est pas trop cher, c'est un fac-similé de l'édition originale publiée par New Directions. Je suis dans la grande librairie de Bloomsbury, à Londres, à quelques rues de Russell Square, et j'ai ensuite rendez-vous à l'entrée du magasin avec Jim, soit dehors, soit dedans, en fonction du temps difficile à prévoir. Un rayon de lumière rend visible la poussière en suspension devant une fenêtre quand je tombe sur Spring and All. J'ai juste le temps de le sortir de l'étagère avant que la pièce ne s'assombrisse de nouveau, un des cumulonimbus obstruant pour la énième fois les espoirs d'un après-midi entièrement lumineux. Jim, que l'on appelle oncle Jimmy dans la famille, m'attend dehors malgré l'averse. Il porte son éternel imperméable brun clair, trop long aux manches parce qu'il prend une grande taille pour faire tenir sa bosse dans le vêtement. Je l'aperçois à travers la porte vitrée de la librairie que je pousse pour le rejoindre. Je ne sais si c'est le mouvement de la surface transparente, couverte de traînées de pluie et miroitant sous le soleil, ou les gouttes d'eau accrochées à son par-dessus, mais sa silhouette difforme scintille un instant. Est-ce une première ou une dernière fois? Chaque écrivain demande à être lu comme l'unique écrivain, sans exemple, porteur d'une expérience singulière, incomparable. La compétition n'est donc pas l'affaire de la littérature, pas davantage que la concurrence. En revanche, la reconnaissance est directement liée à l'activité de l'écrivain, de l'artiste ou du savant. Ils en ont besoin à la manière de l'enfant dont la plus grande joie est de prendre un autre, des autres, à ses jeux imaginaires. Ils en ont besoin comme on a besoin de tomber amoureux. Je sais
Je ne te connais pas, mais je te reconnais. Je ne t'ai jamais vu, mais c'est toi, je le sais. La reconnaissance rend légitime des singularités, des hasards, des coïncidences. Elle nous fait sortir d'un système qui ne fonctionne que d'effacer cette surprise de ne pas être absolument seul. La littérature unit les hommes parce que la littérature aiguise notre faculté de reconnaissance, notre faculté de découvrir et d'échanger des ressemblances, de trouver des analogies, de mettre ensemble. Ceux qui reconnaissent et qui se reconnaissent gagnent en force et en vérité. Voilà pourquoi, pour gouverner, le tyran divise les hommes en leur imposant des identités qui les empêchent de se reconnaître entre eux. Voilà pourquoi, afin que le calme règne dans la cité, Platon veut en exclure le poète qui a le pouvoir d'aiguiser en l'homme sa faculté de reconnaissance, faculté d'union et de révolte qui puise à la mémoire et à l'imagination. Car la reconnaissance est à la fois un retour et un étonnement, un jalon posé et un déplacement. Si la reconnaissance nous conforte et nous réconforte, elle nous incite aussi à établir de nouveaux repères, à déplacer nos acquis, à nous orienter autrement, à changer nos points d'appui. Le mot métaphore désigne une figure de style qui associe deux images. C'est un trope qui trouve une proximité dans l'éloignement, qui reconnaît, malgré la différence. La métaphore défait l'immobile, l'ouvre au mouvement, m'incite à fuir un style dès qu'il est reconnaissable. En grec, le mot métaphora veut dire transport. Et je me souviens être restée fascinée par ce mot écrit sur les flancs d'un camion dans une rue d'Athènes, tandis que les travailleurs déchargeaient de bras en bras des caisses d'oranges provenant des paysages bleus du Péloponnèse. Souvent, je reviens en rêve à cette rue de Trikoupi dans le quartier anarchiste d'Exarchia, où une archéologie s'invente dans l'épaisseur des affiches et le palimpseste des slogans, appelant les hommes à s'unir, se réunir, se reconnaître et se connaître. Reconnaître, renaître, incorporer une part d'étrangeté dans ce qui est familier, accepter l'autre, s'unir partiellement à lui, le désirer, s'accoupler, s'exposer au transport. La reconnaissance n'est pas seulement un déjà-vu ou une hantise, ce n'est pas seulement une mémoire, c'est une imagination. C'est la faculté de mettre ensemble. À ce titre, toute entreprise littéraire est un acte de reconnaissance. Reconnaissance d'une dette primordiale à l'égard de celui qui me fait exister parce qu'il me voit, me regarde, me lit, et réciproquement, aveu de n'exister que par ceux que j'ai rencontrés, vus, regardés et lus auparavant. Car pour un écrivain, la reconnaissance veut dire que la solitude de la voix a été entendue et que la chaîne merveilleuse de la lecture fonctionne. Bien sûr, le premier qui donne à l'écrivain une reconnaissance est l'éditeur. Le Seuil est une magnifique maison d'édition dont j'admire les engagements et l'histoire. Bernard Comment est un éditeur admirable, écrivain lui-même, qui conseille et défend les auteurs et les livres qu'il choisit pour son inestimable collection Fiction et compagnie. Ce qui est donc réellement magique lorsqu'un livre reçoit une distinction, je le découvre aujourd'hui et je vous en remercie, c'est que toute une maison d'édition est reconnue avec lui. Ses équipes de direction, de réalisation éditoriale, de design, d'impression, de communication, et je ne peux nommer tout le monde, mais j'espère que chacun se reconnaîtra. Je suis donc heureuse aujourd'hui que le jury du Prix Vepler me donne la possibilité de remercier ceux qui ont fait exister ce livre, Affranchissement. Un livre sur la liberté dans les liens, un livre sur la mémoire et l'imagination, intriqué comme la lettre E dans la lettre O du mot œil ou du mot œillet qui désigne la fleur qui regarde. Un livre sur l'incommensurable que les langues ont de commun entre elles. Un livre qui voudrait rendre la connaissance ludique et qui compte son phrasé et la prosodie de ses vers sur la dentelure d'un timbre, les vertèbres du dos d'un amant ou le pétale dentelé d'une fleur. Grâce au jury du Prix Vepler, Affranchissement sera désormais tendu au public avec un petit bandeau rouge à la taille, tendu aux lecteurs et à leur reconnaissance comme l'œillet dans la main de Shakespeare sur la scène du Conte d'hiver. Dans cette romance anglaise de 1611, l'œillet métaphorise l'héroïne, Perdita. C'est la plus belle fleur de la saison, la plus excitante aussi car elle porte soit le mauvais œil, soit la chance. Comme la fleur née d'une greffe entre deux espèces, elle est une enfant illégitime dont la mère a accouché en prison. Une bâtarde de la nature, dit Shakespeare.
Son histoire est celle de la liberté que donne la reconnaissance et plus encore de la liberté que s'octroie celui qui voit dans l'art un monstre, un monstrum, le signe prodigieux qu'il n'est d'hier et de demain que dans le présent mêlé de nos yeux, ouverts à la reconnaissance. C'est à une table du Veppleur, restaurant non loin duquel j'ai habité une quinzaine d'années, que j'ai lu pour la première fois de longs passages de la pièce de Shakespeare. J'ai alors médité cette expression étrange et violente, bâtard de la nature, étroitement liée à la reconnaissance. Cette expression m'évoque confusément à présent l'originalité que la mention spéciale du prix Veppleur reconnaît à un livre et que sa créatrice, Marie-Rose Guarnieri, décrit en ces termes: l'excès, l'audace, l'érudition et l'inclassable. Autrement dit, un certain goût pour l'affranchissement. Avertissement. Je savais que la hauteur à laquelle je vivais, le 8e étage, conjuguée au bruit infernal de la circulation dans l'avenue, empêchait toute voix humaine isolée de monter jusque chez moi, et inversement de descendre de chez moi jusque dans la rue, comme j'en avais fait l'expérience quelques jours plus tôt, en insultant les passants de ma fenêtre sans qu'aucun d'entre eux ne daigne lever la tête et prêter attention aux efforts considérables et insensés que je déployais et qui m'avaient cloué au lit presque sans vie et le corps dévoré par la fièvre le soir qui avait suivi. Et pourtant, j'ai cru entendre quelqu'un hurler mon nom, puis un « et » ou un « oh » qui m'a fait bondir et dévaler les 8 étages de la tour, incapable de dire si j'allais étrangler ou embrasser celui qui m'avait appelé, et j'ai dévalé les marches, excité comme un chien à qui l'on a lancé une balle. Je suis arrivé sur le trottoir brûlant, cherchant parmi ceux qui s'y trouvaient celui qui avait bien pu m'appeler, quand une femme sans nez est passée devant moi. Je l'ai suivie sur le trottoir, marchant à côté d'elle, fasciné par ces 2 trous béants qui s'aplatissaient sur sa face ridée et sans relief, par ces 2 grottes sombres que le soleil détestable en ce mois d'août, qui me cuisait les bras et la nuque, mais surtout les bras et le dos des mains, ne parvenait pas à éclairer, comme s'il avait pitié d'elle et refusait, par amour, de révéler aux yeux trop curieux des passants l'intimité grouillante et moite qui s'y dissimulait. J'ai voulu l'arrêter pour lui dire combien j'étais jaloux de sa complicité avec le soleil, et combien j'aurais aimé, moi aussi, qu'il me protège avec autant de précaution, mais je lui ai lancé de loin, et sur un ton de reproche, « salope », et je lui ai craché au visage. J'ignore si vous saviez que nous avions tous, vous comme moi en tant que mammifères, quelque part, situé au fond du nez et plus précisément dans les fosses nasales, un organe en forme de tube, et de la taille d'un petit pois coupé en 2, que l'on appelle l'organe de Jacobson. Chez les autres mammifères, cet organe fonctionne à plein régime et permet de capter à plusieurs kilomètres de distance des messages sous la forme de phéromones, envoyés par d'autres mammifères. Mais notre organe de Jacobson, à nous, êtres humains, ne fonctionne plus depuis longtemps. Selon les scientifiques, il serait atrophié et resterait là en boule dans notre nez comme reliquat gênant de l'évolution. Je ne peux que vous engager à chercher dans un livre un peu spécialisé des photos de dissection, exposant cet organe à la lumière du jour. Il n'y a rien de plus émouvant que de trouver au fond de nous un contemporain, aussi petit soit-il, des mammouths. Néanmoins, s'affranchissant de la doxa scientifique, des chercheurs ont affirmé que l'organe de Jacobson est encore fonctionnel chez l'homme, et que la science d'aujourd'hui a sous-estimé son incidence sur la maladie d'Alzheimer, le choix d'un partenaire sexuel ou encore le lien entre une mère et son bébé. J'affirme, moi, et j'en prends à témoin les membres du jury du prix Veppleur, que l'organe de Jacobson n'est ni atrophié ni obturé et qu'il a dans notre corps une haute fonction littéraire. Il suffirait d'un simple petit examen auquel se prêteraient volontiers, je pense, les membres du jury, pour constater que cet organe est bien plus gros qu'on ne le pense. Mon intuition est la suivante. Plus on lit, plus l'organe grossit et se développe pour quitter son atrophie séculaire. Une fois sa taille normale retrouvée, grâce à une fréquentation assidue des livres, les capteurs sont à nouveau en éveil et prêts à dénicher la littérature partout où elle se trouve. L'organe de Jacobson est donc particulièrement développé chez les lecteurs qui communiquent entre eux et par son biais, d'une façon parfois bien plus subtile qu'avec les mots. Je ne peux donc que saluer la remarquable vigueur des organes de Jacobson des membres du jury,
remercier particulièrement Marie-Rose Guarnieri, dont la librairie œuvre pour la bonne santé de tous, ainsi que Clément, mon fabuleux éditeur, qui a du nez, et enfin Noémie Sauvage et Johanny Soulier, les deux fées qui m'accompagnent à chaque instant depuis la sortie du roman. Alors pardon, parce que j'ai un peu percé des larmes, donc je suis un peu désolé. Je suis un peu ému. Alors il y a 1 an et quelques mois, quand Grégory Le Floch m'a envoyé son manuscrit, lequel s'intitulait à l'époque, et je révèle un fait que peut-être il faudrait mieux laisser secret, qui s'intitulait « L'avantage des grandes villes », je ne savais pas à quoi m'attendre. Certes, j'avais lu son premier roman, mais pour une raison ou pour une autre, je soupçonnais que Grégory n'était pas du genre à se répéter d'un livre à l'autre. Et en effet, mes soupçons étaient fondés. En ouvrant donc ce manuscrit, je suis tombé sur une première scène étrange, lors de laquelle un curieux narrateur du haut de sa tour entend une exclamation provenir de l'extérieur. Arrivé sur le trottoir, il croise une femme sans nez, et ne trouve rien d'autre à lui dire qu'un salope bien envoyé. D'emblée, ce manuscrit avait tout pour me plaire, et la suite de ce roman n'a fait que confirmer cette première impression. Dans les déambulations d'un personnage en quête non pas d'auteur, mais d'un sens, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé chez des auteurs aussi divers que Boris Vian, Deschaux Kosciuszko, ou encore, car c'est une référence présente dans le texte et une autrice que Grégory et moi adorons, Orly Castelblum. Tous partagent un goût du burlesque et de la loufoquerie, qui n'est pas là pour faire écran à la tristesse du monde et de nos vies, mais au contraire qui la révèle et s'en joue. Je suis donc très fier et très ému de voir aujourd'hui récompensé de parcourir le monde et d'y rôder, que le jury du Privé Plaire ici présent, patronné par l'indispensable Marie-Rose Guarnieri, en soit 1000 fois remercié. Il démontre une fois encore, mais fallait-il le démontrer, que ses choix sont audacieux, inattendus, et pour toute l'équipe de Christian Bourgois éditeur, absolument réjouissants. Merci beaucoup.